Ah! Ah, Donc, c'était l'application qui n'était pas mise à jour. ah, voilà, c'est de ma faute. Désolée. Pas de souci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends, je t'entends. Impeccable. Bon, mais du coup, merci beaucoup. Il est quelle heure là chez toi? Bah, il est 5h15. 5 heures et... Ah oui, 5h15, c'est vrai. Tu es belge, toi, non? C'est ça? Ouais, ouais. Belge ou australienne, du coup? On est belge là, toujours, hein. Bah écoute, tu vas tout nous raconter. J'espère que... Attends, Ouais, je ne veux pas me déranger. Alors, je fais ma petite intro parce que j'ai quand même rédigé une petite intro. Donc, je disais, pour les personnes qui étaient là tout à l'heure, désolée. Mais en gros, voilà, aujourd'hui, je reçois Justine qui travaille dans la petite enfance et Justine est en Australie. Donc, on a décalé un peu le live parce que justement, tu travaillais. J'imagine que tu travailles dans la petite enfance. oui. Oui. Et donc, je suis super contente parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant. On va discuter bah, du coup de ton chemin, de tes conseils, de ce par quoi tu es passé, des galères que tu as connues, et puis Ouais. surtout de est-ce que childcare c'est un bon plan pour éventuellement obtenir une résidence permanente en Australie parce que la plupart des gens qui me suivent sur les réseaux, bah, leur but c'est de rester en Australie de manière permanente. Donc voilà, j'essaye d'aborder plusieurs sujets. J'avais mis un petit question, une petite foire aux questions et puis tu as gentiment accepté de répondre à mes questions. Donc merci beaucoup. On va essayer d'être assez succinct Ouais. pour que même toi tu gagnes un peu de temps aussi, vu qu'on a décalé. Et ben voilà, que les gens soient concentrés mais qui perdent pas leur attention. Du coup, moi bah écoute, je te laisse te présenter finalement de la manière dont tu souhaites, tout ce que tu veux nous dire. Ouais. Assez classique, hein. Donc, moi, c'est Justine. Je suis donc belge, donc pas française, mais ça reste quand même la même chose au niveau de l'immigration pour l'Australie. Donc, j'ai 5 ans et j'ai donc quitté la Belgique en fin 2022 et donc j'habite en Australie depuis et je travaille dans la petite enfance donc depuis décembre 2022. Donc, ça, c'est pour planter le décor. Ouais, tu faisais quoi en Belgique avant? Bah, je travaillais aussi dans l'éducation, mais j'étais plus, on va dire, consultante pour les écoles privées, en fait, avec les enfants atteints d'autisme. Et donc, moi, j'avais fait un PVT à la base en 2015-2016. J'avais aucune information sur comment renouveler mon visa. Je savais même pas que c'était possible, faire les fermes, tout ce qui s'ensuit. Donc, moi, après mon année de PVT, je suis rentrée en Belgique, en fait. Mais j'avais fait fille au père là-bas pour une famille avec un enfant et il m'avait proposé en fait d'étudier donc le Childcare Diploma et je l'avais fait là-bas en Australie. À l'époque, c'était beaucoup plus simple, il y avait moins de restrictions, je pense. Donc, j'étais clairement diplômée pour travailler en crèche en Australie. Sauf que je ne le savais pas non plus. Donc, oui, j'ai été super mal informée. Donc, je suis rentrée dans mon pays natal où j'ai travaillé en fait pendant 6 ans dans le milieu de la petite enfance, sans pour autant être vraiment avec les enfants tous les jours. Et donc un jour j'ai eu, comme tout le monde qui regarde tes vidéos, j'avais l'envie en fait de repartir en Australie et d'y rester bah, pour toujours. Ce que j'ai fait, ça a été un long parcours, ça a été compliqué, mais là on voit enfin le bout du tunnel avec la résidence permanente qui arrive, qui je l'espère dans quelques mois, et là on pourra reprendre un nouveau départ en Australie. Mais donc ouais, ça a été assez compliqué. Et ça, je pense que tu dois l'entendre aussi. Si tu n'es pas en Australie, ça va être un parcours du combattant. Ça va vraiment être compliqué. Les employeurs ne sont pas hyper chauds en fait d'engager des personnes qui peuvent pas voir physiquement, surtout dans le domaine de la petite enfance. Parce qu'ils demandent quand même à avoir, alors c'est vraiment bête, hein, mais c'est vraiment d'avoir le diplôme australien qui est à leurs yeux beaucoup plus valorisé qu'un diplôme étranger, ce qui n'est absolument pas le cas hein, dans la réalité. Mais donc j'avais cette chance-là. Donc mon parcours a été, j'ai dû faire toutes les étapes administratives, le test d'anglais, et puis après trouver un employeur qui a bien voulu me sponsoriser et m'attendre. Ça aussi, m'attendre. Euh, mais voilà, ça a Donc été. attends, pause. Ouais, Pause. Juste pour en revenir. Donc tu as commencé par un PVT en Australie oui, 2015-2016. oui, 2016, tu quittes l'Australie, tu retournes en Belgique.
Ouais. À quel moment tu fais ton student visa, le diploma of childcare? J'avais pas en fait de student visa à l'époque. Il n'y avait pas besoin d'avoir ce genre de visa quand moi je suis partie en PVT. J'avais le droit en fait de faire ce diplôme pendant que j'étais en fait avec mon PVT, mon visa en PVT. Donc j'étais là, bon bah super, on va le faire quoi. Et donc j'ai fait toutes fait tout mon cours là-bas. Il y a juste la partie pratique. J'avais demandé à mon école si je pouvais la faire dans d'autres pays parce que je leur ai dit, moi, je quitte l'Australie et malheureusement, je ne pourrais pas revenir tout de suite. Donc, ils m'avaient dit, oui, il n'y a pas de problème. Je dis, bon, bah, ça va. Donc, moi, j'ai trouvé en fait un lieu, école bilingue français-anglais sur Bruxelles, qui a bien voulu en fait signer tous les papiers, les envoyer en Australie. Et donc, l'équivalence s'était faite. J'avais vraiment eu beaucoup de chance à ce niveau-là parce que là, tu pourrais plus le faire. Je pense que là, t'es C'est d'être en Australie. ce que j'allais te dire. Tu as déjà entendu parler du Certificate 3 of Early Childhood et du Ouais. diploma of Early Childhood, je crois. Euh, Parce qu'en gros, les personnes qui souhaitent suivre ton chemin, aujourd'hui, je pense qu'ils doivent passer par un certificat 3 et un diplôme pour pouvoir Ouais. avoir le diplôme australien. Toi, du coup, Ouais. si je comprends bien, c'est pas ça que tu as fait en fait. Tu as fait une Alors, école, moi, bah, un certificat 3 en fait, finalement. non, moi j'ai un diplôme, j'ai carrément le diplôme. Donc, c'est vraiment le diplôme of Early Childhood and Care. Et c'est reconnu, hein, parce que sinon je serais pas là aujourd'hui forcément. Donc c'était une école, mais ça je pourrais te donner les noms par la suite. C'est pas du tout une école qui est pas reconnue ou autre. Par contre, maintenant, il faut un visa étudiant. C'est plus du tout comme, bah, en fait, ça fait presque 10 ans maintenant. Donc ouais, ça fait un long moment. Euh, donc moi j'ai eu la chance d'être diplômée. Et Du coup, quand tu as reçu ton diplôme, tu étais en Belgique. ouais, voilà. Quand j'ai eu mon diplôme, je l'ai reçu, je travaillais déjà en Belgique. Et donc, j'ai travaillé pendant 5 ans et demi dans le domaine de la petite enfance. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, du coup, pour pouvoir migrer ici par la suite avec un visa pour les professionnels de la petite enfance. Donc, tu es Euh, en Australie, à quel moment, du coup, quelle année, si tu t'en souviens, tu as eu l'envie de revenir, de refaire, de réentamer des démarches pour pouvoir retourner en Australie? Et quel visa t'a permis de revenir en Australie, du coup? Voilà. Donc moi, en 2019, j'ai revoyagé en Australie pour être sûre que je voulais vraiment aller vivre là-bas. Je voulais voir si c'était toujours la même chose. Donc je suis partie 3 semaines en octobre 2019, juste avant le Covid, juste pour être sûre. Et donc, j'avais vraiment plus aucun doute de ce que je voulais faire. Donc, j'avais lancé les démarches fin 2019. Malheureusement, le Covid est arrivé, donc tout était à l'arrêt. Il n'y avait aucun moyen que je puisse partir vivre en Australie. Et donc, en 2022, donc on va dire mi-2022, donc mars 2022, j'ai commencé à faire mon équivalence pour mon expérience et mon diplôme. Mais mon diplôme était déjà reconnu par le gouvernement australien, donc ça, j'avais pas besoin de le refaire. Par contre, j'ai dû faire ce qu'ils appellent le skill assessment, donc faire valider mon expérience à l'étranger par le gouvernement australien. Donc ça a été aussi un long processus. Ça a pris 3 mois. Vu que je n'étais pas en Australie, vu que je n'ai pas travaillé en Australie, ils m'ont demandé énormément de documents, de faire traduire des documents. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais demandé de l'aide, parce que toutes les traductions devaient aussi être native, donc ça devait aussi. Voilà. C'était été un budget conséquent, et rien que ça a pris 3 mois. Donc ça a été, voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Oui, j'ai aussi fait donc le alors, ils n'étaient pas trop exigeants au niveau des scores. Ils demandaient qu'un 6,5. Du coup, moi, ça va, j'ai passé avec un 7,5. Mais donc, voilà, c'est ce qu'ils demandent pour travailler dans la petite enfance. C'est un minimum, je pense que maintenant, c'est même 6. Au lieu de 6,5. Et ça dépend aussi vraiment du visa pour lequel tu vas postuler, en fait, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Et donc là, toi, en l'occurrence, c'était quel visa pour lequel tu allais postuler? Ouais, alors moi c'était pour le. Alors on va voir si je le dis bien parce que le 4, 94. 494?
Voilà, 494, Dama. Donc Dama, c'était vraiment pour les régions hyper reculées d'Australie. Et donc c'est pour ça que je suis allée vivre dans une région aussi pas très sympa dans l'ouest australien. Mais c'est l'employeur qui m'a dit, moi je vous prends tout de suite. Et donc il dit, pas de problème, on y va, on lance les démarches. Et on a lancé mon visa et 2 semaines plus tard, je l'avais quoi. Donc ça a été hyper rapide. Ouais, ça a Incroyable. été super. Donc, si je récapitule, tu décides de retourner en Australie. Donc, déjà, comment tu sais en fait que tu dois faire un skills assessment? Qui t'en parle? Personne. J'ai fait mes petites recherches par moi-même parce que bon, quand tu fais un diplôme dans la petite enfance, ils en parlent, hein. Donc tu dois par avec la l'ASTEQUA, comme ils disent, c'est l'organisme en fait qui va faire les skill assessment pour tout ce qui est relié à la petite enfance. Et donc j'ai été visiter le site et j'ai vu qu'en fait ils faisaient plusieurs skill assessment. Mais en fait, je l'ai fait 2 fois. J'ai fait cette erreur un petit peu stupide de pas attendre et de pas avoir les bonnes informations, justement. Tu vois, j'aurais pu demander à un agent d'éducation ou un agent d'immigration, Ouais. mais j'ai rien fait de tout ça et au final, ça aurait pu m'économiser du temps et de l'argent. Donc, je l'ai fait 2 fois. Ouais, je l'ai fait une fois pour un visa totalement normal, on va dire, car je pense qu'il y a 10 ans de ça, il le proposait encore pour la petite enfance. Et puis alors, ils font en fait un skill assessment pour mon visa, donc vraiment pour les régions hyper reculées d'Australie, où ils demandent, c'est pas les mêmes, comment on dit, requirements. Hmm. Terme en français, hein, c'est un peu dommage, mais c'est leur. C'est génial. C'est ouf. Et donc voilà, je l'ai fait 2 fois. Bon, voilà, j'ai un peu perdu presque 5000 $. C'était pas l'éclate, mais ça s'est fait. Et j'avais 2 choix en fait pour mon visa. Donc elle m'a dit, on peut aller vers le 482. Donc ce visa-là, c'est donc 2 ans avec l'employeur. Ouais, mais après, je devais rester encore 2 ans avec cet employeur. Et comme je savais pas trop comment ça allait se passer, à la base, travailler dans la petite enfance, c'était pas non plus ce que je voulais faire sur le long terme. Donc j'étais un petit peu, ah non, je suis pas sûre de vouloir aller pour ce visa-là. Du coup, on m'a proposé donc le 494, qui est un visa où tu dois rester 3 ans avec ton employeur. Et alors après, tu peux demander la résidence permanente sans devoir repasser par ton employeur. Donc ça, c'était aussi un plus non négociable pour moi. Donc je suis partie sur ce visa-là. Mais la condition, c'était de partir dans une zone très reculée. Ouais, très reculé. Maintenant, ils ont ouvert un petit peu les frontières, donc je pense que tu peux aller à Perth maintenant avec ce visa-là. Mais quand j'ai postulé moi en 2022, j'avais pas énormément de choix. C'était dans toutes les villes minières, donc c'était un peu hyper reculé dans le désert australien. Donc ouais, c'est là que j'ai passé 2 ans, 2 ans, mes 2 premières années en Australie. Ça a été hyper difficile. Vraiment, ça a été difficile quand tu es habitué au. On y Euh, revient, on y revient ouais, après, mais donc skills assessment, ok, tu l'obtiens, donc tu reçois le positive outcome, je crois, ça s'appelle ouais, comme ouais. ça. Donc ça t'a pris 3 mois, ok. Bon, ça me permet moi aussi de savoir parce que moi ça fait 8 semaines là, j'ai toujours pas de nouvelles, donc je me dis bon, ok, Euh, potentiellement dans un mois. ça peut prendre jusqu'à 12 semaines, donc c'est plutôt normal. Ils vont pas te le donner avant, je pense. Mais donc ouais, et alors après, donc là par contre, je suis passée par un agent d'immigration pour faire la demande de mon visa via mon employeur parce qu'elle le voulait. Elle a Oui. dit on le fait. Voilà. Et donc, elle a envoyé toutes mes informations, dont le skill assessment. Et alors, par la suite, en fait, bah ouais, 2 semaines après, j'avais mon visa. Et hop là, 3 semaines après, je partais vivre en Australie. Donc, ça s'est fait super vite. Ouais. Et du coup, donc ton employeur, comment tu l'as trouvé? Alors, moi, je suis passée par les sites australiens pour la recherche d'emploi. Donc, c'était sur seek.com.au. Voilà, le plus courant généralement.
Et elle m'avait déjà répondu une fois et j'avais dit non, tu sais, j'étais pas hyper emballée d'aller au fin fond de l'Australie. Et puis au final, plus les temps avec le Covid, post-Covid, c'était hyper compliqué dans le domaine de la petite enfance. Ils réduisaient les visas aussi, donc j'ai décidé de partir là-bas, dans une ville qui s'appelle Karata. C'est une ville qui a été construite uniquement pour les employés des mines. Donc c'est vraiment très petit, très très chaud, très très loin. C'est 17 heures de voiture de Perth, donc c'est vraiment très très loin, quoi. Ah ouais, t'as été 2 heures, sérieuse, hein. c'est super cher pour prendre l'avion. Donc voilà, c'était un peu une expérience isolée. Voilà, quand on a un visa, on va pas trop T'as bien. fait 6 mois là-bas. Et oui, 6 mois là-bas, ouais. Donc toi, t'as vécu du coup 2 ans là-bas, c'est ça? Ouais, j'ai vécu 2 ans là-bas et puis j'en ai eu assez. Aussi parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec mes employeurs. J'ai remarqué que quand on est un immigré, on n'est pas super bien traité dans certains endroits d'Australie. C'est un peu dommage, mais c'est aussi la réalité. Du coup, j'ai décidé de partir dans une autre région qui est un petit peu plus proche de Perth. Et je suis seulement à 4 heures de voiture, ce qui est tout à fait normal pour l'Australie. Du coup, Ça c'est affecte ton visa, le fait de devoir changer d'employeur ou pas? Oui, 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 oui. J'ai dû en fait trouver un employeur qui voulait bien me sponsoriser. Donc on peut pas partir comme on veut. Ça aussi c'est un peu c'est un problème. Donc il faut être prêt aussi à se dire, de faire des concessions parce que j'ai changé 2 fois d'employeur depuis que je suis arrivée en Australie. Euh, et oui, à chaque fois, c'est en fait, c'est comme si tu refaisais un visa parce qu'ils doivent vérifier. Ils revérifient plus forcément ton diplôme, tes compétences, mais ils vont vérifier si tu travailles dans ta fonction pour laquelle on t'a nominé au départ, si la région correspond toujours dans les régions reculées, parce que ça aussi, ça compte. Du coup, ça a été tout un processus. Et alors, cette fois-ci, ça a pris environ 7 mois avant que j'aille une réponse. Encore bien que j'avais les 180 jours où je ne devais pas travailler pour mon employeur, parce que sinon ça aurait été extrêmement compliqué. Je pense que je serais rentrée en Belgique. Ça a été, ouais. Oui, je pense que en fait les gens s'en rendent pas compte. Moi, je m'en rends compte parce que du coup, j'ai le pied dedans, donc je sais le process que c'est. Mais je pense que tu as été très courageuse parce que vu déjà rien que moi là, c'est en train de me gonfler. Alors Ouais, toi, il doit partir dans une zone reculée, enfin régionale, mais reculée, où il fait très chaud, où c'est très loin de tout, où c'est tout petit, où ça se passe pas super bien avec ton employeur, où tu te fais ouais. chier, où tu dois retrouver un employeur parce que du coup ça dépend de ton visa. Et en plus, un employeur qui te sponsorise, pas juste un travail dans un restaurant Ouais. où tu es serveuse. Enfin non, enfin, genre c'est vraiment très compliqué. Je pense que ta santé mentale, elle a dû en prendre un sacré coup quand même, non? Il y a un moment où j'ai voulu rentrer en Belgique. Hein. J'étais là parce que j'avais pas vu ma famille pendant 2 ans, tellement c'était loin, c'était cher, c'était compliqué de rentrer. Et quand je suis rentrée en 2024 pour Noël, moi je voulais plus rentrer en Australie. Hein. Je veux plus, c'est fini, c'est terminé, c'est compliqué. Ouais, pourtant l'Australie voilà, c'était mon rêve. Et puis, voilà, c'était l'enfer. J'ai vécu un enfer. Et puis, comme tu dis, on est isolé, on est tout seul parce que bon, c'est des villes où c'est très difficile de rencontrer des gens parce qu'ils vont uniquement là pour travailler, faire beaucoup d'argent. Ils rentrent à Perth généralement. Moi, avec mon niveau dans la petite enfance, j'avais pas le même salaire que quelqu'un qui va travailler. Donc c'était ça aussi, c'était hyper compliqué. Du coup, ouais, j'étais repartie en Belgique, je voulais plus revenir, et puis je suis revenue et je me suis rendu compte que c'est quand même hyper sympa. Donc, j'espère ils vont pas avoir peur, mais voilà, il faut être prêt aussi à se dire qu'il y a beaucoup de contradictions avec un visa, tant qu'on n'a pas la résidence permanente et changer d'employeur, ça ne se fait pas comme ça non plus. Donc, Après, ouais. est-ce qu'il existe des voies peut-être plus faciles que celles que toi, tu as entrepris pour, je te parle pas dans d'autres métiers parce que tu vois, genre quelqu'un qui est charpentier, menuisier, Ouais. pas autant de galères que toi. Mais est-ce que dans le Ah, qui est intéressé par le childcare, est-ce que c'est forcément un plan galère
Ou est-ce que c'est juste toi qui, je sais pas, je connais pas ton âge, mais par rapport à ton âge ou par rapport à ton expérience, du coup tu perdais des points, donc tu n'avais pas le choix que de faire ça. Est-ce que quelqu'un de jeune, fraîchement diplômé, il va systématiquement passer par les mêmes galères que toi? Ah bah oui, il y a pas d'exception à la règle, hein, parce que c'est même pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'expérience, d'années d'expérience en fait. Et peu importe que tu aies 20 ou 35 comme moi, il faut avoir un minimum de 1 ou 2 ans d'expérience à ton diplôme de la petite enfance en Australie ou reconnu par la SEQA. Et puis, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Donc, ça veut dire que si tu dois changer d'employeur par la suite, tu devras passer par le même schéma que moi. Et je pense que les gens ils doivent être prêts à se dire que travailler dans la petite enfance, c'est pas juste en fait jouer avec les enfants et s'asseoir toute la journée. C'est vraiment un métier qui est hyper difficile mentalement et physiquement. L'Australie est régie par énormément de règles et alors la petite enfance, c'est le summum. Ah oui. Tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas dire ce que tu veux. Il y a beaucoup de documents à remplir sur une journée. Il y a beaucoup de choses à apprendre aussi parce que forcément la culture australienne est différente de ce qu'on pourrait faire en France ou en Belgique. Euh, et je pense que si tu ne tombes pas sur un bon employeur qui a vraiment envie d'avoir en fait des immigrés autour de lui ou elle, ça se passe généralement pas super bien. Et moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Et je le vois toujours maintenant là où je travaille et c'est un peu différent, mais ça reste quand même la même chose. C'est un milieu qui demande énormément de patience. Les enfants ne sont pas du tout les mêmes en Australie qu'ils pourraient l'être en Europe. On n'a pas du tout la même vision de l'éducation. Il faut prendre sur soi beaucoup, beaucoup. Euh, mais je pense que c'est un bon moyen d'avoir sa résidence permanente parce ils recherchent des personnes, énormément de personnes pour travailler dans les crèches. Donc, s'ils font les études et qu'ils font un super stage et qu'après ils peuvent trouver un travail dans une crèche en Australie, c'est juste une question de 2 ou 3 ans. Et puis après, c'est la résidence permanente. Donc, je pense que ça vaut le coup. Mais c'est sûr qu'il faut être prêt à faire des sacrifices personnels quand on choisit cette. Tu penses que quelqu'un, par exemple, je pense notamment à une étudiante qui a fait, elle était censée faire le Certificate 3 et le diplôme. Bon, malheureusement, pour des raisons personnelles, elle est rentrée en France, elle n'a pas été au bout de son diplôme. Mais son objectif, c'était de rester sur Perth. Ça veut dire que pour obtenir la résidence permanente en travaillant en childcare, ça ne peut pas se faire sur Perth, sur Sydney, sur Melbourne, c'est Ça, impossible. ça se peut, mais c'est super compliqué. Par exemple, pour le moment, je vis en colocation avec 3 personnes qui viennent du Bhutan, ouais. Elles ont étudié leur diplôme sur Perth, elles ont fait leur visa 485, donc le postgraduate visa sur Perth, mais elles pouvaient pas rester là pour travailler avec le visa que j'ai maintenant. Donc elles étaient obligées de partir de Perth pour avoir les années d'expérience, pour pouvoir après avoir le visa 186. Donc c'est aussi tout un, c'est les personnes doivent être conscientes que beaucoup de visas, malheureusement, vont te demander de ne pas travailler dans les grandes villes. Et c'est une vie qui est complètement différente, en fait. Donc, il faut juste être prêt à voilà, vivre quelque chose de différent pour quelques années. Et le visa 186, c'est un visa, un système de points comme celui que moi je vise ou pas? Alors celui-là, c'est un visa permanent qui est transitoire avec le visa 482. Donc c'est un visa que tu obtiens après avoir fait 2 ans avec ton employeur, mais l'employeur doit te sponsoriser. Donc s'il n'a pas envie de le faire après 2 ans, ben, il n'est pas obligé en fait. Wow. Ouais. Donc c'est un peu et en plus de ça, bon, tu as ton visa permanent, mais tu ne peux pas quitter ton employeur tout de suite parce que sinon en fait c'est une fraude et donc le gouvernement peut en fait juste annuler ton visa parce que tu as décidé de quitter ton employeur qui t'a sponsorisé. Donc oui, c'est hyper compliqué. C'est Wow. compliqué. Voilà, il faut être prêt quand même voilà, à sacrifier beaucoup de choses, mais je pense que ça vaut la peine si l'objectif c'est de rester en Australie. Euh, Donc toi, le voilà. visa
actuellement, c'est un visa temporaire. Là, pour le moment, j'ai un visa temporaire de 3 ans. Après 3 ans, je peux donc demander ma résidence permanente, ce que j'ai fait. D'accord. Euh, voilà, donc moi, j'attends juste en fait le résultat voilà, qui devrait arriver, j'espère, avant la fin de l'année. C'est quoi Euh, du coup, là, le visa permanent, le visa ouais, permanent que tu as demandé, c'est le 186, c'est ça? Et c'est quoi les délais? Moi, c'est le 191. Ah, d'accord. Et c'est quoi les délais d'obtention, enfin, en général, entre le moment où tu Ah, payes ouais, une réponse? généralement, entre 6 et 8 mois. Donc, c'est pas encore trop, Ouais. trop long. Mais c'est long quand tu as passé déjà 3 ans et demi, voilà, ici en Australie. Là, je suis un peu impatiente, mais voilà, Et une je fois que tu respecte. bien, tu peux partir dans une grande ville, par exemple. Là, tu dépends Ouais, plus de personne, tu fais ta life. ouais, j'ai pas de restrictions. Une fois que j'ai mon visa permanent, je peux juste faire ce que j'ai envie. Et après 1 an sur ce visa-là, je vais pouvoir demander pardon. Citizenship, Oui, c'est ça. la Ce que je vais citoyenneté australienne. Voilà, comme ça, j'aurai plus jamais de problème avec les visas. Carrément. Et du coup, c'est quoi ton objectif alors une fois que tu obtiendras ce visa? Tu veux partir dans une autre ville? Tu veux faire quoi? Ah, Tu veux à travailler dans la petite enfance? voilà, alors je travaille plus dans la petite enfance ou alors pas directement. Voilà. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont. Moi, c'est juste, voilà, c'est juste pas ma tasse de thé. Moi, j'avais un objectif très clair quand je suis venue en Australie. Donc, en juillet, je vais commencer mon diplôme pour devenir agent d'immigration. Donc, ça, je voulais vraiment le faire. Euh, Ouais, du coup, ça va me prendre 1 an et après, je vais pouvoir me mettre indépendante ou travailler dans un cabinet d'agent d'immigration pour pouvoir aider plein de gens à venir en Australie parce que je pense que ça reste quand même un pays extraordinaire et je pense que si vous avez envie de le faire, il faut le faire. Il faut pas avoir de regrets. Au pire, vous rentrez en France, c'est pas grave, mais au moins essayez. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc, il faut être résident australien pour pouvoir enfin, faire des études pour devenir agent d'immigration. Alors, pour faire les études, c'est pas obligatoire, mais pour passer ce qu'ils appellent en fait l'examen pour devenir officiellement, agent d'immigration, il faut être un minimum de oui, résident permanent. Donc j'espère que d'ici la fin de mes études, je vais pouvoir passer cet examen. Mais ouais, c'est vraiment le minimum qu'ils demandent pour ça. D'accord, ok. Alors, bon, maintenant, je voudrais revenir sur justement les petites galères parce que tu l'as mentionné plein de fois. J'y ai pas rebondi parce que je voulais vraiment qu'on nettoie tout le process, qu'on clarifie tout le process des visas, etc. Maintenant, Ouais, bah, c'est bien que tu nous expliques un peu le métier, justement parce que childcare, c'est vaste. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que tu peux faire comme métier? Et voilà. quelles sont tes galères en fait? Qu'est-ce que t'as pas aimé concrètement? Et après, tu me diras ce que tu as aimé, mais d'abord, le Ouais, point. et pour aller- Bon, ce que j'aime pas spécialement, c'est vraiment toutes ces règles, toute l'administration qui tourne autour en fait du métier et l'éducation. L'éducation australienne, elle est très passive, elle est très gentille. On peut pas trop dire non aux enfants. C'est un peu les enfants rois. Du coup, c'est pas du tout ce que moi j'ai eu quand j'étais enfant ou ce qu'on peut inculquer aux enfants en Belgique. Je sais pas trop en France, mais je suis sûre que c'est pas comme ça. Du coup, ça a été un vrai choc culturel parce que c'est très difficile pour une éducatrice en fait de d'avoir l'attention des enfants et de poser des règles, en fait, tout simplement, de leur demander de faire ci, de faire ça. Ça prend plus de temps parce il faut trouver des chemins qui vont pas les frustrer. Voilà, c'est vraiment une éducation différente. Alors, je dis pas que c'est mauvais hein, parce que je pense que, voilà, c'est chacun éduque ses enfants comme ils le veulent. Mais nous, en tant que professionnels de la petite enfance, c'est très difficile. Et il y a aussi cette partie, l'inclusion pour tout le monde. Donc, il n'exclut aucun enfant dans les crèches. Du coup, on se retrouve avec des enfants qui sont autistes ou qui ont des troubles sévères du comportement dans une classe avec des enfants qui n'en ont
qui n'ont pas de problème mentaux. Mais on a toujours le même nombre d'éducateurs. Donc ça veut dire que, par exemple, pour les tout petits, c'est un éducateur pour 4 enfants. Pour les moyens, c'est un pour 5. Et donc pour les plus grands, c'est un pour 10. Donc si jamais on n'a que 9 enfants, et ben peut-être que sur les 9 enfants, on va avoir 4 qui ont des besoins très très spécifiques. Et du coup, tu vas avoir un éducateur. Et c'est extrêmement difficile parce que enfin, on n'a juste pas les moyens ni les ressources en fait pour pouvoir s'occuper d'autant d'enfants avec des besoins spécifiques. Ça, le gouvernement prend énormément de temps pour nous répondre, pour nous donner, voilà, peut-être un éducateur supplémentaire, les budgets. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, vraiment, vraiment physiquement et mentalement difficile tous les jours. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais sans doute quitter ce domaine, c'est parce que c'est juste trop difficile. Mais tu t'y attendais pas parce que je veux dire, même moi qui suis pas dans la petite enfance, qui n'a pas d'enfant, j'ai toujours entendu parler que l'Australie, enfin en tout cas que ouais, il y avait ce système d'éducation positive, de méthode Montessori, etc. Enfin, c'est assez connu. Hein. Et puis en plus, ça avait été au pair quand même. C'est connu, mais c'est pas du tout ce que tu pourrais lire. Même moi, ce que je lisais dans mes cours en Australie, je trouvais ça génial. Je trouvais ça, oh, c'est trop bien, ils font trop bien les choses. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais la réalité sur le terrain, c'est juste pas du tout. Déjà parce que en fait, la plupart des gens, je pense, ne sont plus motivés à travailler avec les enfants. Le salaire est vraiment pas top top. Et puis en plus de ça, c'est des longues journées et on a beaucoup d'enfants. Du coup, je pense que ça fait aussi ça change la donne quand tes collègues sont pas hyper motivés et tu vois bien que tout le monde est un petit peu à plat. Et alors je pense que le pire c'est vraiment quand tu as le management qui suit pas quoi. Ça c'est le pire. Moi c'est vraiment mon expérience, c'est vraiment toutes ces personnes qui sont dans les bureaux et qui te disent quoi faire et qui au final ne viennent jamais mettre un pied pour s'occuper des enfants. Euh, et je pense que trouver un bon employeur qui va te sponsoriser, c'est vraiment en fait jouer au loto. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et ben moi, j'ai été victime de racisme, quoi. Et je me suis dit, franchement, alors, je sais que ça va être, c'est horrible ce que je vais dire, mais je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver, tu vois. Et ben, si, c'est fou, Incroyable. Mais c'est comment ça, fou. le racisme? Ben, elle faisait tout le temps des commentaires désobligeants, comme quoi, parce que j'étais pas australienne, j'étais bête, que je savais pas de quoi je parlais, et j'étais là, mais attends, elle voulait absolument que je vienne, elle était hyper contente, et puis au final, j'ai passé des mois d'enfer avec cette personne, quoi. Donc c'était, ouais. Tout simplement. Je sais pas trop ce qui va pas avec cette femme, hein. Mais, mais le problème, c'est qu'il y en a plein des comme ça. Donc, parce que bon, là où je suis actuellement, c'est aussi un peu pareil. On est une équipe très cosmopolitaine. Hein. On a beaucoup d'immigrés ici parce qu'ils trouvent pas en fait de personnes pour travailler dans les crèches. Ils sont obligés d'aller les chercher en dehors de l'Australie. Et on nous traite vraiment différemment. Ouais, on nous traite un peu différemment. Mais c'est pas partout pareil. Hein. J'ai travaillé dans un autre centre où c'était vraiment très très chouette. Ils étaient à fond pour la multiculturalité, donc ça c'était vraiment chouette. Euh, mais ouais, donc je pense que ça va dépendre un petit peu aussi d'où les personnes vont, où elles vont trouver leur sponsorship. Mais je pense que c'est dans tous les domaines, pas simplement la petite enfance. Mais je pense que si les personnes veulent étudier la petite enfance et puis alors travailler dans la petite enfance, il faut quand même se dire que ça va être parfois un peu difficile et que ça va pas être tous les jours hyper rose, tout simplement parce que c'est différent. En fait, voilà, c'est juste différent. Et ce sont quoi tes horaires de travail? Alors moi j'ai plusieurs shifts, donc je fais 6h15, 3h15, donc 6h15 du matin, 3h15 de l'après-midi, ou 7h30, 4h, 4h30 de l'après-midi, ou alors je fais 8h30 du matin, 5h30 de l'après-midi. Ça c'est les horaires. Donc ça aussi c'est un peu il n'y a pas d'horaire fixe. Donc ça aussi, faut bien se dire qu'on finira pas tous les jours à 3 heures et que parfois c'est un peu difficile pour prendre des rendez-vous médicaux ou planifier quelque chose.
Et alors les heures supplémentaires, comme aujourd'hui, j'étais censée finir à 4 heures, mais j'ai pas eu fini avant 4 heures, 4 heures et demie. Et je peux rien dire, je peux rien faire parce que je suis obligée de rester parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs à ce moment-là, donc je suis obligée de rester sur place jusqu'à ce que les enfants partent en fait. Ok, waouh, ah oui. Et là, par contre, t'es payée ou pas? Oui, oui, je suis payée, encore bien. Mais par contre, j'ai des collègues ici, elles font ce qu'on appelle des contrats où elles récupèrent leurs heures en heures de vacances, voilà. Elles sont pas payées, mais bon, ça par contre, moi je voulais pas le faire, je voulais vraiment être payée toutes mes heures supplémentaires parce que c'est extrêmement difficile de prendre congé dans des crèches. Comme il n'y a pas assez d'éducateurs, forcément, on doit s'y prendre très longtemps à l'avance. Du coup, voilà. Ok, et alors du coup, est-ce qu'il y a des points positifs quand même à travailler dans la petite enfance? Alors oui, parce que au final, moi je pense que ça te teste en tant que personne, vraiment, parce que tu dois tellement être patient. Tu peux pas perdre tes moyens avec les enfants. Et honnêtement, oui, je me plains aussi, mais je vis des jours exceptionnels. On rencontre des parents qui viennent aussi du monde entier, et la culture australienne, elle est différente, mais elle est aussi hyper intéressante. Ils font beaucoup de choses pour les enfants, ce que j'apprécie énormément. Donc, on est allé visiter une caserne des pompiers. Je pourrais peut-être jamais le faire en tant que voilà, en tant que civil. Et on a plein de choses comme ça. On a eu des vétérinaires qui viennent, on a des bouchers, ils viennent nous expliquer des choses que même nous en tant qu'adultes, on ne sait pas. Euh, mais voilà, je pense que sur le long terme, c'est pas une carrière qui est faite pour tout le monde, mais je pense que c'est une bonne expérience. Voilà, c'est vraiment une bonne expérience à prendre. Et je pense que sur ton CV, quand tu dis j'ai travaillé avec les enfants, ils savent tout de suite que travailler sous pression, il n'y a pas de problème, tu vas le faire. Euh, et puis bon, tu rencontres, oui, tes collègues deviennent aussi un peu ta famille parce que tu passes tellement de temps avec et tu sais jamais quelle journée tu vas avoir. Donc ça aussi, c'est des points positifs. Je pense que c'est un métier qui va aider même les jeunes personnes à vraiment se découvrir et à peut-être se surprendre aussi avec des qualités qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient ou justement oui se dire ah ben si j'ai réussi à passer cette journée avec tous les enfants qui étaient qui étaient horribles le reste ça va être du gâteau. Et t'arrives à avoir une vie sociale à côté de ça? Oui. Alors oui, j'ai quand même une vie sociale, mais c'est sûr que c'est pas aussi flexible que si je travaillais dans un bureau. Voilà, si je dois prendre un rendez-vous médical, je dois m'y prendre bien à l'avance. Ici, je vais rentrer en France et en Belgique au mois de mai. J'ai dû demander ça un an à l'avance. Euh, Ouais, mais sinon, ouais, voilà. Ça dépend vraiment de ton employeur aussi, s'il est OK pour te donner des jours de congé ou non. Ça dépend de la culture d'entreprise, je pense. C'est vraiment, ça dépend. Ouais. Bon, en Mais tout cas, oui, oui, ça a été quand même pour toi la voie qui t'aura permis, je l'espère, je te le souhaite, normalement, ça doit voilà. être une résidence permanente. Donc bon, voilà, il y aura quand même du positif. Oui, voilà. Après, c'est vrai, comme je disais, moi, je savais que c'était une première étape, que ça allait pas être mon métier de toujours. Donc, je l'ai fait. Je suis très fière de l'avoir fait. Mais c'est sûr que voilà, il faut juste se dire que si c'est pas ce que vous voulez faire toute votre vie, il va falloir prendre sur soi vraiment. Ça va être difficile, ça va être difficile. Mais je pense que c'est vraiment, oui, je pense que c'est assez simple parce qu'ils recherchent beaucoup d'éducateurs et d'éducatrices en Australie. Donc, je pense que si vous êtes diplômé, il y aura pas de problème pour trouver un sponsor, ça c'est sûr, ouais. Donc là, en fait, ta formation d'agent d'immigration, tu es en train de la suivre en parallèle de ton travail, c'est ça? Tu anticipes, tu fais des cours? Je commence en juillet, donc j'ai pas encore officiellement commencé, et je vais faire ça avec l'université de Sydney. Donc ça va se faire à distance parce que je vis près de Perth, mais ouais, ça va être sympa. Je me réjouis vraiment de commencer Oui, les cours. tu vas avoir hâte, ça va être bah, un nouveau chapitre de ta vie, quoi. Sûr. Là, tu as 35 ans, c'est ça?
Ouais, j'ai eu 35 ans il y a 2 semaines. Donc, ouais, Joyeux anniversaire en retard. merci. Et il y avait une limite d'âge pour le visa que tu as? Oui, alors, donc moi, quand j'avais postulé, la limite d'âge pour avoir la résidence permanente par la suite, c'était 45 ans. Mais par contre, pour mon visa, donc la sous-catégorie, donc le DAMA, ils ont passé ça à 52 ans. Donc, il y a de l'espoir pour les personnes qui veulent immigrer en Australie. Mais il n'y avait pas, donc c'était vraiment, ils regardaient vraiment les années d'expérience. Donc, moi, ils demandaient quand même minimum 2 ans d'expérience. Mais il faut pouvoir les prouver. C'est ça qui est un peu compliqué avec le système australien, c'est ils vont d'abord vérifier que forcément, si on a travaillé à mi-temps, ça comptera pas pour le temps plein, donc il faut additionner tout ça. C'est voilà, c'est plein de petites choses à savoir, mais je pense qu'une fois qu'on le sait, c'est beaucoup plus simple aussi de se dire ah c'est possible, ah oui non ça va pas être possible, il va falloir que j'attende encore un an ou autre. Ouais. Je crois qu'ils demandent un minimum de 20 heures de travail par semaine pour que ça puisse être comptabilisé, non? Oui, c'est minimum 20 heures, mais par contre, du coup, ils demandent quand même l'équivalence d'un temps plein. Donc, ça veut dire que si tu travailles 2 ans en mi-temps, et ben, ça va seulement compter pour une année d'expérience en temps plein. Donc, ça, c'est pour ça qu'il y a plein qui n'arrivent pas à venir en Australie pour travailler dans la petite enfance. C'est parce qu'ils n'ont pas travaillé. Ouais. Et est-ce qu'il y a une question qui me vient en tête là? Est-ce que quelqu'un qui est en France ou en Belgique, peu importe, peut obtenir la résidence permanente, enfin en tout cas un visa permanent, par exemple celui que tu viens de demander, le 180, j'ai oublié, 180, 21, 191. 191, est-ce qu'il peut demander ce visa-là depuis la France? Non, Alors oui et non, mais pas dans mon domaine en tout cas, ça c'est certain. Ça c'est le seul, je pense, qui pourrait être dans la petite enfance, c'est le 186. Le 186 Direct Entry, donc celui-là, mais il faut 3 ans d'expérience prouvée. Et je pense qu'en plus, elles doivent être faites en Australie si je me trompe pas. Donc, il y a vraiment pas beaucoup d'options pour les éducateurs et les éducatrices. C'est vraiment donc le mien, donc le 494 et alors le 482. C'est les deux seuls qui sont encore disponibles dans les visas pour cette catégorie. Ouais, c'est un peu limité, hein, mais Oui, ouais, c'est un peu limité. Alors, à la fois c'est limité et à la fois je me dis mais purée, il en existe tellement des visas en fait. Genre déjà moi en tant que spécialiste, je peux demander le 491 et le 190. Après j'ai vu que d'autres personnes demandaient le 189. J'ai entendu parler du 186. Là tu viens de me parler du 194. Je me dis mais comment, enfin franchement, comment une personne peut s'y retrouver dans ça? Enfin il faut qu'elle se fasse accompagner. Possible. euh, si tu vas sur le site d'immigration et que tu tapes en fait, par exemple, le menuisier, bah, il va taper menuisier et il va avoir tous les visas auxquels il peut prétendre. Mais clairement, je pense qu'il faut passer par un agent d'immigration parce que chaque situation est différente et peut-être que toi, dans ta tête, c'est OK, oui, je vais aller en Australie, mais peut-être que pour eux, en fait, ils vont dire, ah, mais non, tu dois faire ci, tu dois faire ça d'abord. Et moi, je me rappelle qu'elle m'avait bien aidée parce qu'elle m'a dit, ah, mais par contre, tu peux pas postuler à celui-là parce que t'as pas assez d'années d'expérience. Je fais, bon, OK, c'est un peu, j'étais là, bah, je peux pas aller en Australie, c'est super triste, mais elle m'a dit, non, mais par contre, il y a cette sous-catégorie-là, Mm. qui te permettrait, en fait, d'y aller. Je dis, bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes pour être sûr que c'est possible euh, Parce et que pas faire des erreurs. tu dis le menuisier, il tape menuisier et puis il aura les visas qui lui correspondent. Mais Ouais, comme tout, il y en a qui ont plusieurs carrières professionnelles et plusieurs métiers. Donc, ouais. est-ce que moi, je pense notamment à mon conjoint qui était menuisier et maintenant qui est ambulancier. Ben, Ouais. est-ce que tu vois, genre comment la personne elle peut savoir si c'est plus facile pour lui d'immigrer en tant qu'ambulancier ou d'immigrer en tant que menuisier? Enfin, Ah, je pense qu'il faut ah, absolument avoir un agent d'immigration.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou alors, si tu es un petit peu comme moi, tu t'intéresses, mais là, forcément, ça devient un peu plus technique. Mais il y a les listes prioritaires, comme ils disent. Et là, forcément, tu sais tous les métiers qu'ils recherchent en priorité, hein. Donc, pour le moment, clairement, hein, tous les métiers du bâtiment, ils en recherchent à mourir dans l'Australie. Et alors, les infirmières. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas changé. Et alors aussi, les institutrices maternelles et primaires. C'est vraiment la top, ouais, top priorité pour le moment. Après, tu as toutes les autres catégories. Comme toi, avec ton diplôme de marketing, le mien aussi qui est même plus dans la priorité. Pourtant, on en recherche partout. Mais je pense que voilà, ça dépend vraiment en fait dans quel état tu veux aller en Australie. Si tu veux aller à Sydney, forcément, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps parce que c'est des grosses villes et ils recherchent peut-être pas forcément. Mais si tu vas dans une ville à 2 heures de Sydney, alors oui, peut-être que là, tu vas trouver un employeur et ça va se faire super vite. Donc ça, il faut pas désespérer, mais il faut être prêt aussi, oui, à forcément aller là où tu veux aller au départ. D'ailleurs, est-ce que tu sais un peu, par exemple, j'ai une demande qui a été faite ce matin, c'est une jeune fille qui veut faire un master de comptabilité parce qu'elle pense que, bon, elle a déjà des études dans la compta, tu vois, elle a déjà travaillé en cabinet d'expert, en cabinet de comptabilité, et elle me dit, est-ce que tu penses que c'est un bon choix de continuer et de faire un master? Mais potentiellement, il y a des métiers qui peuvent être retirés, non, de la liste aussi, et du coup, démarrer des études pour rien. Oui, clairement, hein. Et puis en plus, avec le visa étudiant, et puis maintenant tu dois payer aussi cher pour avoir ton visa post-études. Je pense pas que c'est l'idée la plus intelligente, parce que si elle a déjà de l'expérience dans le domaine et qu'elle a un diplôme dans le domaine, elle devrait demander, bon, elle va devoir payer pour ça, mais si c'est possible de le faire reconnaître en Australie, et du coup, elle pourra travailler en tant qu'expert comptable ou autre. Il y a plein de. Parce que ce qui est hyper populaire. Ah, Il y pardon. a il y a tellement d'infos et puis ouais, il y a tellement d'infos et on entend tellement de choses que bah, en fait les gens sont complètement perdus. Et moi, je suis partie en Australie comme toi la première fois, c'était en 2015 et comme toi, je savais même pas que, enfin si j'avais entendu parler des fermes, tu vois, mais je ne savais même pas que si je travaillais par exemple dans un restaurant euh, à Darwin, ça aurait pu. Mhm. Je me dis, mais putain, Ouais, moi, dans ma tête, je me suis ouais. dit, non, mais genre, impossible que j'aille traire des vaches dans une ferme dans le trou du cul de l'Australie. Je me suis mis ça en tête et du coup, je n'ai pas fait. Alors que, en vrai, si tu m'avais dit, bah écoute, tu peux être serveuse à Cairns ou à Darwin, ok, Ouais. ça m'aurait fait chier, mais bon, ok, why not, tu vois. Je pense que les gens sont très mal renseignés. Ah, mais je pense qu'en fait, oui, il y a toute cette animation de partir en Australie pour faire de l'argent. C'est ce que je vois le plus pour le moment. Mais ils en oublient que bon, ça marche pas comme ça non plus. Et puis ils veulent rester en Australie, mais ils ont pas fait leur ferme. Et puis, donc c'est pour ça aussi que je pense que c'est bien que tu aies une page pour juste pour les PVT et les études, parce que honnêtement, moi j'aurais adoré faire ça quand j'étais partie. Parce qu'à la base, je voulais partir 6 mois juste comme ça en Australie pour voir ce que c'est. Et puis au final, je suis restée un an. Et je comprenais pas que je devais avoir un autre visa, tu vois, pour renouveler mon PVT. J'en avais aucune idée. Et maintenant, le PVT est tellement accessible, c'est génial. Moi, je trouve qu'ils ont fait des concessions de dingue pour que les gens puissent rester. Donc ça c'est vraiment une étape géniale. Par contre, pour tous les autres visas, ça devient extrêmement compliqué. Si t'as pas de diplôme ou si t'as pas d'expérience, ça va être très compliqué. Vraiment très, très compliqué. Et est-ce qu'on peut parler de ChatGPT, s'il te plaît? Parce que moi, je n'en peux plus. J'adore ChatGPT. Bon. Ah non, 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 alors moi, j'ai une amie à moi, elle ne jure que par ça et elle demande tous ses conseils d'immigration sur ChatGPT et je lui dis, mais il faut que tu arrêtes parce que la plupart des informations ne sont pas correctes ou alors elles ne sont pas propres à ta situation. Euh, Et en plus de ça, le problème, c'est que tu peux leur demander la même question 10 minutes plus tard, il va pas te répondre la même chose. Et j'étais là, ah non, mais en plus, je lui ai dit, mais si tu vas sur le site du gouvernement, c'est écrit noir sur blanc que c'est ça. Mais ChatGPT, il dit autre chose. Et j'ai dit, il faut arrêter, là, ça devient ridicule, il faut pas se fier à ça. Ou alors, à la rigueur, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils vont d'abord sur le site de l'immigration australienne, qui fassent un copier-coller de la page, qu'ils Oui, l'envoient à GPT et qu'ils demandent une synthèse. Si c'est trop compliqué en anglais, ou tu vois, qu'ils demandent une synthèse sous forme de bullet points et en ouais. français.
et voilà, et là, tu auras une meilleure compréhension de ce qui t'est demandé. Et après, tu peux par exemple dire, bon, bah voilà, moi, mon profil, c'est ça, ça, ça. Fais-moi un tableau et dis-moi si ça match avec ce que le gouvernement demande. Je pense notamment, tu Ouais. vois, aux personnes qui font une demande de visa étudiant. Il y a Ouais. le fameux Genuine Student Requirements qui demande maintenant il faut plus faire de lettres comme avant où tu devais avant un peu c'était un peu une lettre de motivation. Là, il faut plus faire ça. C'est dans la demande du visa étudiant sur le site Home Affairs. Il te pose des questions et tu as des critères à remplir en fait pour être considéré comme un étudiant genuine. Et ben à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est que tu racontes ton histoire. Tu dis voilà, moi je veux faire ces études-là parce que là je pense à ça. Il y a une jeune fille qui veut faire des études de vétérinaire et en gros, il faut qu'elle explique pourquoi ce changement de carrière. Elle était dans le sport, je crois, et là elle veut dans les animaux. Donc, il faut expliquer. Et elle ne sait pas comment l'expliquer. Donc, je dis, mais ça, à la rigueur, tu peux utiliser l'IA. Tu racontes ton histoire et eux, ils vont te l'embellir. Et ils vont faire en sorte de. Enfin, ils vont faire. ChatGPT va faire en sorte de l'améliorer pour que ça corresponde aux critères qui est attendu par l'immigration australienne. Mais pas juste coucou, je Non, veux un visa étudiant, fais-moi ma lettre. Non, non, là c'est trop vague, c'est pas approprié, il faut personnaliser tout ça. voilà, je pense que c'est vraiment l'immigration maintenant, elle est tellement stricte qu'il faut vraiment pas passer par une intelligence artificielle, quoi. C'est vraiment, ils deviennent de plus en plus stricts parce qu'ils veulent vraiment avoir le meilleur du meilleur. Et en plus, avec la guerre, ça devient encore plus compliqué. Donc, yeah, ouais, ça va être sympa. Je sens Bah que ouais, ça va être. c'est clair. Eh ben écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas évoqué auquel tu penses? Honnêtement, on peut parler de ça pendant 10 ans, hein, mais voilà, je pense que si des personnes ont des questions un petit peu plus personnelles à leur situation, je suis ravie d'y répondre même plus tard. Parce que voilà, je pense que c'est vraiment propre à chacun aussi, hein. Il faut avoir vécu son expérience. Je pense que mon conseil, c'est juste de ne pas se dire que l'Australie, c'est l'Eldorado. Voilà. Si vous n'êtes jamais allé en Australie, voyager d'abord avant d'immigrer ici de façon permanente, parce que ça reste un pays où vous devez travailler tous les jours et que je pense que quand on a un visa temporaire, on est un petit peu dans une prison. Et donc il faut vraiment être prêt à se dire que on peut pas trop faire ce qu'on veut aussi le temps qu'on n'est pas sur la résidence permanente. Non, Avoir clairement. beaucoup d'argent aussi pour immigrer en Australie. Oh oui, purée, tu saurais donner une fourchette de ce que tu as dépensé? Euh, ouais, moi je suis proche des 10 000 euros. Hmm. Ouais. Même un peu plus. Donc Tu as dit que t'as dû faire 2 fois ton skill assessment. Ça t'a coûté ouais, bien. bah, j'ai dû faire ça. Donc c'était 2000 dollars, donc ça fait 4 000 dollars à peu près, un petit peu plus avec tous les documents que j'ai dû faire traduire et tout ce qui s'ensuit. Mon visa a coûté 4 800 dollars. Et puis j'ai dû faire aussi d'autres traductions. J'ai dû aller à l'ambassade australienne faire vérifier tous mes documents. Ils ont mis un petit tampon, ça coûtait 50 euros la page. J'en ai eu quelques-unes. Euh, et puis j'ai dû refaire mon passeport, j'ai dû aller faire ma visite médicale qui coûtait 350 euros, mon billet d'avion qui a coûté 2000 et des euros, plus j'ai fait envoyer. Alors je ne conseille à personne de faire envoyer des cartons en Australie, vous n'en avez pas besoin, ça coûte trop cher. Tu m'étonnes. 10 000 dollars, 10 000 euros, ouais, 10 000 euros avec tout ce que j'ai dépensé. Ouais. Ok. Bon, ben voilà, économisez les gars et puis voyez. Ouais. C'est ça. Bon, ben, super. Merci beaucoup, Justine, d'avoir pris ton temps ce soir. Et écoutez, comme elle l'a dit, Justine, elle est open pour que vous lui posiez des questions. Alors, pas trop non plus, hein, voilà. Laissez-la un peu tranquille, elle a une vie, mais voilà, elle est OK. Et en plus, je sais que je te vois souvent sur les groupes Facebook, tu es toujours la première à donner gentiment de ton temps, à répondre aux questions des gens et tout. Donc, merci pour tout ça. Merci pour... Voilà, pas de souci. Et si jamais j'ai ma résidence permanente, on fera un autre live pour expliquer comment ça s'est passé.
Trop, trop cool. Et peut-être, comme je t'ai dit, peut-être qu'on pourra être amené à travailler ensemble ou faire un autre live lorsque tu seras agent d'immigration. Avec grand plaisir. Je serais ravie d'aider qui veut venir. Et on fera un petit tarif préférentiel. Du code promo Man Australia. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Passe une très Pas belle de journée. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Bye.